Voilà, merci à tous les deux de nous accompagner. Alors, je vous prie d'excuser, on devait être 3 à cette table ronde. On devait avoir Arthur Rivoal qui devait nous présenter, nous parler notamment de ces tracteurs électriques. Et puis, voilà, il y a un petit raison personnelle, donc il ne sera pas avec nous. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir un débat très intéressant sur la Bretagne et l'Ouest comme territoire pionnier en matière d'innovation énergétique et industrielle, avec nos deux participants, Sylvain Frédéric, donc président responsable de la recherche et développement chez Enervivo. On va parler d'agrivoltaïsme. Sylvain est un ingénieur agronome. Et Christopher Franquet, fondateur et président et CEO de Entech, ancien de Vinci Énergie, PME quimpéroise, mais qui entre en bourse. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Et là, on est dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies. Sylvain, juste un mot. Enervivo, donc je parlais d'agrivoltaïsme, mais le premier métier de Enervivo, c'est quand même producteur d'énergie renouvelable. Mais un premier mot, juste, l'agrivoltaïsme, c'est quoi ? Bonjour Frédéric. Donc l'agrivoltaïsme, ça consiste sur une même parcelle, sur un même terrain, de produire donc de l'énergie, de l'électricité et une production agricole. Mais pas seulement. L'agrivoltaïsme a été défini effectivement par l'État français et par tout un corpus législatif et technique. En fait, on doit apporter un service finalement à la production agricole. Donc les panneaux photovoltaïques vont être là pour protéger en fait obligatoirement soit une production agricole, soit de l'élevage. Par exemple, alors la sécheresse, sauf en Bretagne, mais effectivement dans toutes les autres régions, effectivement là aujourd'hui il y a beaucoup de sécheresse et on gagne par exemple 5-6 degrés en fait, sous les panneaux photovoltaïques et on fait croître en fait les cultures sous ces panneaux. Donc finalement, les panneaux photovoltaïques, c'est pas seulement entre guillemets une coproduction agricole, c'est aussi un service qu'on rend à l'agriculture. Ce qui fait que tout n'est pas éligible, ce qui fait que effectivement, il y a un gros travail en amont pour voir quelle culture, quel élevage en fait, on va pouvoir mettre sous les panneaux photovoltaïques à 1,50 m ou 2 mètres, parce qu'il faut quand même que les machines agricoles puissent passer sous les panneaux photovoltaïques. L'idée de l'agrivoltaïsme, c'est surtout de ne pas artificialiser des terres agricoles. Au départ, il y a un projet agricole. Obligatoirement, c'est le premier. Et surtout de ne pas artificialiser effectivement cette terre. Alors, ma question aussi, c'est pourquoi ? Parce que c'est assez ingénieux. Enfin, on imagine tous ce concept là d'agrivoltaïsme. Pourquoi ça ne se développe pas plus vite ? Alors, je sais qu'il y a un corpus législatif très strict, mais il y a aussi beaucoup d'embûches qui sont mises sur le chemin. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu la Tribune dimanche. Là, dimanche dernier, il y a eu justement une tribune en une, c'est sur le format papier, sur l'éclipse. Il y a un jeu de mots sur l'éclipse solaire, parce que justement, dans le solaire, c'est un peu compliqué en ce moment. Alors c'est un peu compliqué, on s'adapte. Effectivement, en fait, on a un peu des stop and go de la part du gouvernement sur certaines filières, sur certaines énergies, donc on est obligé de s'adapter. Aujourd'hui, en fait, on n'est plus en fait encadré comme on l'était. Et donc aujourd'hui, les freins qu'on a, c'est un manque finalement de planification, un manque de visibilité effectivement sur le long terme. Donc on essaye de s'adapter, notamment avec des batteries, avec effectivement des solutions comme Entech, effectivement, chez des industriels, chez des collectivités locales, en fait directement, et plus via EDF obligation d'achat, plus via effectivement des grands contrats cadres, mais plutôt effectivement sur des ressources locales, des vrais consommateurs. Et donc là, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la consommation. On reviendra justement sur cette histoire de planification. Christopher, donc Entech accompagne des projets d'électrification, alors en Bretagne, mais partout dans le monde. Enfin, c'est entreprise à l'étranger avec des solutions hybrides. Quand je lisais ce que faisait Entech, c'était un acteur de l'autoconsommation collective, de l'optimisation énergétique des bâtiments, de l'intégration des ENR, donc des énergies renouvelables. Expliquez-nous un peu ce que fait Entech. Alors Entech, son rôle, c'est de libérer le potentiel des énergies renouvelables. On en a parlé à l'instant. L'énergie renouvelable, aujourd'hui, c'est une énergie qui est gratuite, qui est disponible et qui est vraiment disponible partout dans le monde. L'inconvénient, c'est qu'elle est intermittente. Donc la première chose que l'on a fait chez Entech, c'est développer des solutions de conversion, de pilotage, donc un peu d'intelligence dans tout ça pour bien piloter les choses, et y rajouter des solutions de stockage d'énergie pour pouvoir pallier cette intermittence. Tiens, je rebondis sur la question, comment est la demande réelle en 2026 pour le stockage l'électrification ? Est-ce que c'est une vraie croissance nouvelle ? Christopher, en effet, c'est une vraie croissance nouvelle.
Mais planifié, c'est-à-dire que quand moi j'ai créé Entech il y a 10 ans, la vision c'était de se dire que le stockage allait devenir indispensable. Déjà la batterie, la base batterie, le prix allait réduire, donc permettre justement son émergence et permettre de déployer encore plus d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, dès 2026, c'est vraiment une demande très forte. Nous, on fait fois, je crois, 62% de croissance sur la partie stockage, ce qui est assez énorme. Et c'est que le début. Il y a vraiment une vraie demande en France. On a à peu près entre 1 et 2 gigawatts de batteries déployées en France. On parle de 20 à 30 gigawatts dans les 5 à 10 années qui viennent. Et la première question à se poser, c'est ça, c'est se dire pourquoi on le fait? Parce que c'est rentable, oui. Tout simplement. Aujourd'hui, les acteurs qui le font, ce sont des énergéticiens, des développeurs, comme on les appelle dans le métier. Ils achètent, ils louent des parcelles de terrain et ils vont installer des grosses batteries et permettre un service pour le réseau électrique et remplacer les centrales gaz et les centrales charbon qui se retrouvent en France, mais aussi à l'étranger pour équilibrer le réseau électrique. C'est rentable, c'est économique, c'est pour ça que les acteurs le font. Voilà, c'est rentable et puis ça vient remplacer ce que l'on vient de dire, les centrales. Et ce qui est important de voir, c'est que la première demande, c'est la rentabilité. Ouais. C'est pas le bilan carbone global. Ah oui, Nous, c'est on ça. se bat pour le bilan carbone en plus, pour accompagner le mouvement, mais la demande est vraiment la rentabilité. Il ne faut pas le prendre dans le... Tout à fait. Parfois, on a trop l'impression de le prendre dans l'autre sens. Sylvain, la Bretagne est souvent citée comme un territoire exemplaire donc en matière d'innovation énergétique. C'est quoi les atouts spécifiques de l'Ouest pour accélérer justement cette électrification? Je crois que justement, pour toi, chez Enervivo, c'est s'accorder avec des industriels, hein, c'est ça? Exactement. Alors déjà, en fait, pour répondre à la première question sur l'électrification, il faut bien voir de quoi on parle. L'électrification, c'est qu'aujourd'hui, on a encore 60% de notre énergie qui est une énergie fossile pour les voitures, pour la chaleur. Donc oui, on a aujourd'hui une vraie croissance, on a une vraie demande pour les pompes à chaleur, pour les voitures électriques. On l'a vu d'un seul coup là sur le mois d'avril avec effectivement le blocage du détroit d'Ormuz. On a eu cette forte demande d'électrification. Après, concernant la région effectivement Bretagne, en quoi et pourquoi nous aujourd'hui on s'est implanté dans le Grand Ouest, c'est qu'effectivement déjà il y a de l'agriculture. Donc quand on fait de l'agrivoltaïsme, c'est intéressant. Il y a aussi un vivier d'industriels qui est très important, une vraie culture entrepreneuriale. On parle d'électrification, donc on parle de transition. On parle de choses effectivement où il faut investir à nouveau pour changer effectivement son infrastructure énergétique. Et donc il faut aller de l'avant, que ce soit pour les flottes électriques, que ce soit effectivement pour remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur. Aujourd'hui, il faut avoir cette culture entrepreneuriale. Et c'est une culture effectivement qui existe en région d'Ouest. Quand on a préparé cette réunion, tu m'as dit aujourd'hui 80% des serres, celles qu'on peut voir voilà, sur les routes, elles sont encore chauffées avec de l'énergie fossile. Alors, exactement, ce sont des moteurs de cogénération qui produisent de l'électricité, mais à partir de gaz fossile, généralement. Et effectivement, l'ensemble aujourd'hui de ces serres agricoles est encore alimenté par ces moteurs de cogénération principalement. Il commence à y avoir quelques chauffages effectivement en biomasse. Et en fait, il y a une vraie révolution parce qu'il n'y a plus de tarifs électriques sur effectivement les moteurs de cogénération. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus non plus de chaleur disponible pour ces serres. Un moteur de cogénération, ça fait et de l'électricité et de la chaleur. Et donc aujourd'hui, les serristes se servaient de cette chaleur. Donc il y a une vraie culture, il y a un vrai paradigme, un changement de paradigme qui doit avoir lieu pour ces serristes pour changer effectivement cette chaleur par des pompes à chaleur ou par des puits canadiens. Et c'est là où on est. Puits canadien, parce qu'on est à chaque fois, on est toujours plusieurs à poser la question, c'est quoi un puits canadien ? Alors un puits canadien, en fait, donc on a une serre et vous allez prendre de l'air extérieur qu'on va en fait enfouir avec des canalisations à 10 mètres, 30 mètres. Donc on va refroidir finalement cet air ou la réchauffer en hiver en fait, parce qu'il faut savoir que sous terre, on a une température constante entre 10 et 15 degrés. Et donc finalement, l'hiver, ça nous permet d'être hors gel pour la serre. Et l'été, comme on le voit en ce moment, ça fait office de climatiseur. Donc le puits canadien a cette double et cette duale vocation de faire effectivement climatiseur et en même temps chaleur. Critères d'éligibilité pour l'agrivoltaïsme ? Alors le critère d'éligibilité, c'est très simple. C'est qu'en fait, il faut avoir un projet agricole. Il faut que l'agriculteur ne soit pas juste là pour dire en fait, je vais avoir un loyer lié à la production. Ensuite, il faut que je sois proche d'une infrastructure énergétique.
Je pense qu'on l'a dit déjà aujourd'hui, le numérique en fait ne peut aujourd'hui en fait être viable que si effectivement il y a une infrastructure. Et ben pour l'agrivoltaïsme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut un poste source où il faut une infrastructure disponible à proximité du terrain agricole. Question, alors plutôt pour Christopher, c'est sur la... Alors je rappelle, pour le tracteur électrique, Arthur Rivoal n'est pas là aujourd'hui, hein, il a un souci personnel, donc alors vous pouvez poser des questions, on pourra lui transmettre, puis Sébastien verra comment il pourra y répondre, mais voilà, malheureusement il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Les hydroliennes, Rachat Sabella, c'est toi Christopher? Oui, en effet, on avait un de nos clients et partenaires qui n'allait pas bien, faute justement de plans et de planification environnementale. Il s'avérait que les hydroliennes raccordées au réseau ne pouvaient pas bénéficier d'un tarif de rachat, n'étaient pas juste éligibles, ce qui était un peu dommage. Technologie complexe, est-ce qu'on va les pousser? Pas forcément. On a, nous, repris les équipes, on a repris les brevets, on se tient à disposition des acteurs qui sont spécialisés là-dedans. On est prêt à les accompagner, mais on a surtout les équipes qui sont vraiment des vraies perles. Et je crois qu'il y a peut-être Emilia de chez Neris qui est pas très loin, qui vient de chez Sabella, qui a travaillé là-bas. Donc on voit aussi, ça a créé aussi de belles pépites qui naissent sur d'autres activités. Question financement, voir un petit peu comment grandir donc, sur ce marché en mutation. On reviendra tout à l'heure voilà, sur ces stop and go politiques qui permettent, enfin qui sont toujours un petit peu compliqués. Sylvain, toi tu es accompagné par BPI France dans le cadre de France 2030. Ça a permis de créer un jumeau numérique. Enfin, explique-nous en quoi cette aide à aider Enervivo. Ouais. Alors aujourd'hui, effectivement, on a fait des levées de fonds et on nous a aidé effectivement pour investir dans ces infrastructures. Et la BPI nous a permis aussi donc d'investir dans des démonstrateurs. Donc j'ai parlé de la serre notamment, mais c'est une serre intelligente où finalement les ouvrants et la chaleur est régulée par un jumeau numérique, c'est-à-dire une modélisation de la serre. Donc avant d'implanter la serre, en fait, on a modélisé les flux thermiques, la production d'énergie et la climatisation. Mais ça le fait aussi le jumeau numérique pendant l'exploitation. Donc on va regarder aussi bien donc, la production électrique, la production de chaleur, que la production agricole. Donc nous, c'est notre spécificité, c'est-à-dire qu'on a finalement une modélisation, un jumeau numérique, aussi bien de l'énergie que de la production agricole. Et donc financement Le financement, donc c'est la BPI qui nous a permis effectivement à travers un programme, le programme démonstrateur, de pouvoir financer à hauteur de 50% en fait ces démonstrateurs de. Et des levées de fonds à venir? Et des levées de fonds effectivement avec Épopée Gestion sur justement l'investissement dans les infrastructures énergétiques, dans les panneaux solaires, mais aussi dans les raccordements pour aller justement au réseau électrique. Et Christopher, c'est autofinancé aujourd'hui, hein, Entech. Il y a eu des levées de fonds, bien entendu. Oui, tout à fait. On a fait des levées de fonds. On a été accompagné par les instances publiques. Hein. C'est clair que la France était un véritable territoire pour entreprendre. On a des subventions, on a la BPI qui nous a beaucoup accompagnés. Aujourd'hui, je pense que le financement vient surtout de nos clients. Le but est d'aller commercialiser les solutions. Une fois qu'on est lancé, il faut rapidement aller chercher cet argent-là. Là, on est dans cette démarche et une démarche rentable. On a fait plusieurs levées de fonds, enfin deux phases de levée de fonds, notamment la dernière qui était une intro en bourse, accompagnée aussi par Épopée Gestion, donc j'en parle aussi. Question sur les principaux freins à l'innovation aujourd'hui dans vos secteurs. Donc, on peut parler de réglementation, d'accès au talent, de coûts. Sylvain, quand on s'appelait, tu m'as dit, nous, je reviens, c'est ce manque de planification, c'est assez clair. Alors, c'est pas que ça. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la féminisation. On a aussi un souci, nous, sur les secteurs énergétiques, comme on peut le voir encore là. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas accès forcément aux ressources humaines. On a encore un problème d'accès, alors que ce soit sur des femmes ingénieurs ou même des hommes ingénieurs. On a un vrai souci aujourd'hui de recrutement. Parce que la filière, c'est 50 000 emplois, je crois, à peu près. Oui, ça dans la tribune, c'est ça, et c'est 50 000 dans l'énergie. Et sur ces 50 000, en fait, c'est 80% d'hommes. Et c'est aussi beaucoup, effectivement, on cherche encore beaucoup d'ingénieurs qualifiés avec de l'expérience. Et ça, on en manque beaucoup encore aujourd'hui. Donc ça, déjà, effectivement, il y a un vrai point sur les ressources, sur des ressources d'ingénieurs. Et vous l'avez dit, effectivement, sur la planification, sur la visibilité à long terme, on a besoin, effectivement, de cet encadrement, mais on a besoin aussi, quand on investit, quand on recrute, quand on veut aller sur le long terme, on a besoin de cet encadrement, en fait, et pas des stop and go à chaque fois avec un gouvernement, en fait, qui va jouer plutôt le jeu politique et pas le jeu des industriels. Et ça, c'est un vrai souci par rapport à d'autres partenaires chinois,
mais même, je le vois au Maroc ou aux États-Unis, en fait, ils ont une vraie vision, en fait, alors que nous, on ne l'a pas aujourd'hui. Justement, toi, ça t'a poussé à aller vers ces pays-là, vers l'Afrique subsaharienne, vers le Maghreb. On reste encore implanté sur le Grand Ouest, on reste encore aujourd'hui, on s'adapte grâce aux batteries, grâce effectivement à des solutions comme Entech, effectivement, mais pour aller plus loin, pour croître, effectivement, on va en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, où il y a une vraie croissance et il y a une vraie envie, effectivement, sur ces solutions photovoltaïques. Parce qu'il faut rappeler, pour donner quelques chiffres, je crois qu'au départ, c'était en prévision 60... c'était combien en prévision? On devait dire cette filière solaire, ça devait être 60 mégawatts. 60 gigas. 60 gigawatts, pardon. Et aujourd'hui, effectivement, on n'est plus que sur 30 à 40. Donc, on est quand même sur des objectifs, mais qui sont un peu rabotés. Voire, on attend, et tout le monde aujourd'hui attend, effectivement, l'année prochaine. Voilà. Frein à l'innovation, Christopher, dans ton domaine, c'est beaucoup les talents aussi? Alors oui, les talents, c'est sûr. Alors nous, on arrive à pallier à ça en disant qu'on a déjà essoré toute la Bretagne Sud, où on a beaucoup de très bons ingénieurs qui ont rejoint Entech. Maintenant, on s'est déployé dans d'autres régions pour aller chercher des nouveaux talents. Combien de personnes Entech aujourd'hui? On est 240. Et plus de la moitié d'ingénieurs. Très peu de femmes d'ailleurs. Je soutiens aussi la démarche et ce qui a été dit tout à l'heure. S'il n'y a que 20% de femmes dans les filières ingénieurs, si on augmentait cette part-là, on aurait plus d'ingénieurs au global. Donc ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Donc poussons aussi les femmes à y aller. D'ailleurs, ça fait généralement de très bonnes ingénieurs. Mais on n'a pas que des ingénieurs. On a des gens qui vont sur le terrain, qui capent, qui installent. Donc pour nous, ce n'est pas vraiment le gros frein. On peut trouver. Par contre, ce sont les moyens qui sont alloués à ça et le marché qui est en face. Le marché du stockage de l'énergie et des énergies renouvelables est gigantesque en Europe. Il est vraiment pris d'assaut par tous les fabricants asiatiques, principalement chinois. Moi, je reviens d'un déplacement de 10 jours en Chine. Quand on compare CATL, qui est le numéro 1 mondial de la fabrication de la batterie, avec les petites usines qui sont d'ailleurs créées par ces fameux leaders chinois, CATL, ils ont 22 000 ingénieurs en R&D. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est plié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 22 000 ingénieurs en R&D en batterie dans toute l'Europe compris. Et puis en batterie, je crois qu'il y a des gros projets au Maghreb, il y a des gros projets à Saragosse aussi en Espagne, c'est CATL, le chinois qui installe. Je crois qu'au Maghreb, il y a il y a aussi un gros secteur. Là, on parle de 500 hectares, effectivement. D'usines de batterie. C'est vrai qu'on est très loin, même avec Verkor ou même avec effectivement ACC. Aujourd'hui, on est très très loin de ces gigafactories, en fait, que ce soit Chine ou même effectivement Afrique du Nord. Oui, Christopher. Mais pour moi, c'est pas grave. Tant mieux. Laissons-les avancer. CATL, CATL, comme tu le dis, sortent la batterie sodium-ion. C'est plus vertueux, c'est bien, c'est excellent. C'est excellent pour l'avenir, pour la planète. Ça évangélise un peu, c'est ça? C'est vraiment top. C'est moins cher, ça dure des années. C'est vraiment génial. Mais nous, on a une vraie force aujourd'hui. Nous, on sait piloter tout ça. On a un réseau électrique en Europe qui est exceptionnel, que tout le monde envie. Donc, allons vraiment là où on a des forces. On a des faiblesses, on n'a pas misé sur la batterie au bon moment, on a essayé de faire de l'hydrogène un peu trop tôt ou peut-être un peu trop tard, on ne sait pas trop. Mais allons vraiment là où on est fort. Et je pense qu'il y a une grosse table ronde tout à l'heure sur l'IA. L'IA fait partie des solutions pour pouvoir avancer. Justement, toi, tu penses que Entech peut s'insérer justement dans cette chaîne de valeur? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'explosion de l'IA, des data centers. On a entendu sur Choose France, cet investissement de 70 milliards, mais 40 milliards, 40 milliards dans une première tranche, mais plutôt sur la région de France. Alors, il y a quelques projets aussi en Bretagne. Mais pour toi, Entech peut être dans cette chaîne de valeur de ces data centers que l'on va construire et apporter justement ce pilotage de l'énergie? Un data center, son rôle, c'est de transformer de l'énergie en une donnée. En vrai, c'est ça. Et donc, comment obtenir cette énergie? Il faut de l'énergie disponible rapidement, pas chère, et plutôt décarbonée, parce que le consommateur préfère que lorsqu'il utilise son ChatGPT ou autre, n'utilise pas des groupes électrogènes derrière. Donc aujourd'hui, les solutions énergie renouvelable sont les solutions déployables le plus rapidement possible. Par contre, il faut qu'elles soient hybrides, couplées à du stockage pour pouvoir permettre d'alimenter justement ces data centers jour et nuit et de pallier à la demande très rapidement. Parce qu'on peut attendre le nucléaire, mais le temps que les nouvelles centrales nucléaires sortent, ça va mettre 10-15 ans. On aura déjà perdu toute l'avance qu'on a sur la partie data center. Pour le principal levier, Sylvain, pour que la France et la Bretagne restent leaders dans l'électrification, c'est cette évangélisation encore et toujours?
Oui, c'est cette évangélisation, ça met du temps. On parle aujourd'hui d'autoconsommation individuelle, d'autoconsommation collective en fait. Aujourd'hui, des industriels qui ont des toits ou des terrains peuvent effectivement avoir des panneaux solaires, des batteries, de façon très compétitive. Et effectivement, c'est long, mais il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie, parce qu'aujourd'hui, c'est plus compétitif que l'électricité effectivement du réseau. Mais comme le disait Christopher, il faut que ce soit hybridé. Les toitures et les terrains qui sont à proximité des industriels, c'est une énorme source de valorisation et un énorme potentiel. Mais ça, effectivement, ça prend du temps à expliquer. Oui, on parlait tout à l'heure justement de Enerveo qui travaille avec des industriels. Pareil pour Entech, voilà le levier pour que la France et la Bretagne restent leaders dans l'électrification. C'est beaucoup ces partenariats qu'il faut avoir avec d'autres industriels. C'est ce qu'on n'a pas en France aujourd'hui. Le chasser en meute n'existe pas, alors que dans d'autres pays, ça existe fortement. On travaille avec certains acteurs où on apporte chacun notre brique techno, et on va les vendre cette brique complète. L'idée, c'est d'associer tout ça. Ça met du temps, c'est pas dans les mœurs. Moi, je le pousse, mais certains autres chefs d'entreprise ou directeurs commerciaux se positionnent pour pouvoir apporter des solutions communes. Ça avance comme ça, et en Bretagne, on aime bien se serrer les coudes pour avancer ensemble, donc ça aide aussi. Merci. On peut remercier Sylvain et Christopher. Voilà, on voulait avoir ce volet un peu énergie, infrastructure énergétique, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir tous ces sujets. On va marquer une pause d'une dizaine de minutes et on va laisser la musique jouer. Et ensuite, on se retrouvera, Jean-Pierre Nadir, et puis on parlera aussi 10 heures avant de conclure la journée sur les vieilles charrues. Merci encore à vous deux. Jingle, c'est parti.